Après les funérailles de mon mari, je suis allée à la fête du premier anniversaire du fils de ma sœur. Et elle a annoncé, mon fils est l'enfant de ton mari. Alors, en guise d'héritage, je prendrai la moitié de ta maison de 750 000 $. Elle m'a même montré son testament. J'ai dit je vois. Et j'ai essayé de retenir mon rire parce que mon mari avait subi une vasectomie. J'utilise un compte jetable car cette histoire implique ma famille et je ne veux pas qu'on remonte jusqu'à mon compte principal. De plus, certaines personnes pourraient penser que je suis allé trop loin dans ma vengeance, mais honnêtement, elles l'avaient bien cherché. Contexte. J'ai 34 ans F. Ma sœur en a 30 F, et cela s'est passé il y a environ 8 mois. C'est une longue histoire, mais restez avec moi. La fin en vaut absolument la peine. Ma sœur pensait pouvoir m'escroquer de centaines de milliers de dollars, mais elle s'en est prise à la mauvaise personne. TL. DR à la fin, mais sérieusement, lisez tout. Cette croqueuse de diamants qui croyait que tout lui était dû a eu exactement ce qu'elle méritait. Laissez-moi commencer par vous donner quelques informations sur la raison pour laquelle ma sœur Cassandra a toujours détesté ma réussite. Car c'est crucial pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mon nom est Emma, un pseudonyme bien sûr, et je suis décoratrice d'intérieur, propriétaire de ma propre agence à Phoenix. Je gagne environ 140 000 $ par an, ce qui n'est pas un salaire de milliardaire, mais c'est plutôt solide, surtout que je suis partie de rien. En grandissant, notre famille était pratiquement sur la paille après le départ de papa quand j'avais 11 ans. Maman cumulait 2 emplois juste pour payer les factures d'électricité. Cassandra a 4 ans de moins que moi, et dès le premier jour, elle a cru que le monde lui devait tout sur un plateau d'argent. Pendant que je me démenais, étudiant et travaillant à temps partiel tout au long du lycée, elle se concentrait entièrement sur son apparence et sur le fait de trouver des mecs pour payer son style de vie. Je parle d'une fille qui piquait des crises si elle n'avait pas de vêtements de marque pour Noël, alors que maman devait choisir entre faire les courses et payer la facture de chauffage. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse partielle pour l'Université d'État de l'Arizona en art et design. Je travaillais le soir dans un restaurant pour payer ce que la bourse ne couvrait pas. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai lancé ma propre entreprise de décoration d'intérieur depuis mon minuscule appartement. Cela a pris des années de semaines de 80 heures, mais j'en ai fait une entreprise prospère. Cassandra, elle, a tenu exactement un semestre au collège communautaire avant d'abandonner pour devenir mannequin. Par mannequin, j'entends qu'elle postait des photos sur Instagram pour ses 2200 abonnés, tout en passant d'un type riche à un autre qui payait ses factures pendant quelques mois avant de se lasser de ses drames. Le contraste entre nos vies la rendait absolument folle. J'étais là, la nerd artistique selon elle, gagnant un salaire à 6 chiffres et possédant ma propre entreprise. Tandis qu'elle vivait encore chez maman et dépendait du riche bienfaiteur qu'elle manipulait ce mois-là. Puis j'ai rencontré Adam et tout a changé pour le mieux. Adam était avocat d'affaires dans un prestigieux cabinet du centre-ville. Intelligent, brillant, beau et d'une manière ou d'une autre, il est tombé amoureux de ma personnalité de décoratrice d'intérieur bourreau de travail. Nous nous sommes rencontrés lorsque son cabinet m'a engagé pour redécorer leur bureau. Il trouvait sans cesse des excuses pour vérifier l'avancement de mon travail, m'apportant du café et posant des questions pertinentes sur mes choix de design. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage avec une bague qui valait probablement plus que ma voiture. Adam était tout ce que j'avais toujours voulu chez un partenaire. Cassandra a détesté Adam dès leur première rencontre, principalement parce qu'Adam a tout de suite vu clair dans son jeu de croqueuse de diamants et a refusé de jouer le jeu. Alors que tout le monde dans notre famille marchait sur des œufs face aux sautes d'humeur et aux exigences financières de Cassandra, Adam la traitait comme l'enfant adulte gâté qu'elle était. Après notre mariage, Adam et moi avons acheté une magnifique maison à Scottsdale pour 750 000 $. C'était la maison de mes rêves. 5 chambres, une cuisine de chef, une piscine, un garage pour 3 voitures. Nous prévoyions de remplir un jour ces chambres supplémentaires avec des enfants. Cassandra faisait constamment des commentaires désobligeants sur notre maison. Ça doit être bien d'avoir un mari avocat qui paye pour tout, disait-elle chaque fois que la maison était mentionnée dans une conversation. Peu importait que je contribue de manière significative aux mensualités du prêt hypothécaire avec les revenus de mon entreprise. Dans la vision tordue du monde de Cassandra, tout succès qui n'était pas le sien était en quelque sorte injuste. La tension est devenue si forte qu'Adam et moi avons commencé à décliner les événements familiaux si nous savions que Cassandra serait là. Nos vies étaient simplement plus paisibles sans ces drames constants et ces commentaires passifs-agressifs sur notre style de vie privilégié. Tout a été parfait pendant 3 ans. Adam est devenu associé dans son cabinet. Mon entreprise était florissante. Nous étayions d'avoir des enfants et planifions notre avenir ensemble. Puis notre monde s'est effondré un mardi matin de mars. Adam se plaint d'un violent mal de tête avant de partir au travail. Je lui ai suggéré de rester à la maison, mais il avait une réunion importante avec un client qu'il ne pouvait pas manquer. Juste une migraine, a-t-il insisté en m'embrassant pour me dire au revoir.
Je t'appellerai après la réunion. Cet appel n'est jamais venu. À la place, j'en ai reçu un de l'hôpital, m'informant qu'Adam s'était effondré au travail et que je devais m'y rendre immédiatement. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Anévrisme cérébral. Le médecin a dit que rien n'aurait pu être fait, que ces choses arrivent parfois à des personnes en parfaite santé. À 34 ans, je suis devenue veuve. Les premières semaines après les funérailles d'Adam ont été un flou total. J'ai pris un congé de mon entreprise et je suis devenue une ermite dans notre maison. Les parents d'Adam étaient dévastés. Il était leur plus jeune fils et le plus brillant. Ma mère a essayé d'aider, mais elle gérait son propre chagrin et, honnêtement, ne savait pas comment gérer la situation. Cassandra, cependant, a été étrange dès le début. Elle est venue aux funérailles vêtue d'une robe noire moulante qui était complètement inappropriée pour l'occasion. Elle a passé la majeure partie de la cérémonie à prendre des selfies en souvenir d'Adam et n'arrêtait pas de dire que tout arrive pour une raison et qu'Adam veillait sur nous maintenant. Le lendemain des funérailles, elle est venue chez moi sans y être invitée avec un plat cuisiné du supermarché et a immédiatement commencé à dire que je devrais probablement déménager dans plus petit. Vu que tu es toute seule maintenant. Et quand je lui ai dit que je n'étais pas prête à prendre de grandes décisions, elle a eu ce regard calculateur dans les yeux qui aurait dû être un énorme signal d'alarme. Au cours du mois suivant, Cassandra n'arrêtait pas de parler d'argent dans chaque conversation. Comment je gérais seule les mensualités du prêt? Adam avait-il une assurance vie? Qu'est-ce que je comptais faire de tous ces costumes et montres de luxe? Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à ma situation financière. La vérité, c'est que l'argent n'était pas vraiment un problème pour moi. Adam et moi avions tous les deux de substantielles polices d'assurance vie par le biais de nos employeurs. Entre cette indemnité, nos économies et le règlement pour mort injustifié qui était inévitable, le stress de son travail avait contribué à son état, selon le médecin légiste. J'étais en fait dans une meilleure situation financière que jamais. Bien sûr, aucune somme d'argent ne pouvait ramener Adam, mais j'ai gardé cette information financière entièrement pour moi. Dames années à diriger une entreprise m'avaient appris que les gens agissent très différemment quand ils savent que vous avez de l'argent. Environ 6 semaines après la mort d'Adam, Cassandra a commencé à mentionner ses propres problèmes financiers. Son dernier sugar daddy l'avait larguée. Elle était en retard sur le loyer de son appartement. Sa voiture était sur le point d'être saisie. Elle avait déjà demandé de l'argent à maman, mais maman survivait à peine avec sa retraite. J'ai juste besoin d'un petit prêt, disait-elle lors de nos appels téléphoniques, genre 5 000 $ pour tout rattraper. Je te rembourserai dès que je serai remise sur pied. Le problème, c'est que Cassandra n'avait jamais occupé un emploi légitime plus de quelques mois dans toute sa vie d'adulte. Son idée de se remettre sur pied signifiait trouver un autre type riche pour soutenir son style de vie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider pour le moment car je gérais ma propre situation. C'est là qu'elle a commencé à devenir méchante avec moi. Tu es si égoïste, Emma. Adam est parti et tu dois accepter cette réalité et passer à autre chose. Tu as manifestement de l'argent maintenant et tu n'aides même pas ta propre sœur qui est en difficulté. Attendez, manifestement de l'argent. Je n'avais parlé à personne des indemnités d'assurance ou du règlement en attente. Je ne suis pas stupide. Elle a continué, Adam gagnait un salaire d'associé. Vous aviez cette maison chère. Vous aviez évidemment des polices d'assurance vie. Tu es probablement assise sur un demi-million de dollars. Le fait qu'elle ait calculé tout cela alors que je fonctionnais à peine au jour le jour m'a vraiment dérangé. Mais au lieu de la confronter à ce sujet, je lui ai simplement dit que je ne voulais pas discuter d'argent et je lui ai demandé de changer de sujet. Grosse erreur. J'aurais dû voir ce qui allait arriver. Puis est arrivée la nouvelle qui a tout changé. 2 mois après la mort d'Adam, Cassandra a annoncé qu'elle était enceinte. Elle sortait avec un barman nommé Tiller depuis environ 6 mois. Un type avec des tatouages et une moto que nos parents désapprouvaient. La relation semblait tumultueuse d'après ce que je pouvais voir, avec des ruptures dramatiques et des réconciliations passionnées. L'annonce de la grossesse a eu lieu lors d'un dîner de famille, avec des larmes théâtrales et des déclarations sur le miracle de la vie. J'ai ressenti une pointe de jalousie familière. Après toutes nos difficultés à essayer de concevoir, toutes nos tentatives infructueuses, Cassandra avait accidentellement réussi ce qu'Adam et moi avions désespérément voulu. Mais j'ai refoulé ces sentiments. J'étais déterminée à être la meilleure tante possible pour son enfant. Lucas est né en bonne santé, pesant 3,7 kg. J'étais à l'hôpital avec des fleurs et une tenue de bébé coûteuse que j'avais choisie. Cassandra a semblé dépassée par la maternité dès le début, m'appelant souvent en larmes à cause des pleurs de Lucas ou de son épuisement. Je suis intervenue autant que j'ai pu, gardant parfois Lucas pour la nuit pour qu'elle puisse dormir. Adam avait été moins impliqué avec le bébé que moi. Rétrospectivement, je pensais que cela avait pu être douloureux pour lui de s'attacher à un bébé qui n'était pas le nôtre, compte tenu de nos problèmes de fertilité. Puis est arrivé ce terrible jour qui a tout changé.
Une semaine après avoir enterré Adam, le premier anniversaire de Lucas est arrivé. La dernière chose que je voulais faire était d'insister à une fête d'anniversaire pour enfants alors que j'étais encore noyée dans le chagrin. Mais les obligations familiales m'ont rattrapée. Maman a insisté sur le fait qu'Adam voudrait que tu sois là pour la famille. Alors, je me suis retrouvée à conduire jusqu'à la petite maison de location de Cassandra de l'autre côté de la ville, un cadeau emballé sur le siège passager. Et des cernes sous les yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait cacher. J'avais à peine dormi depuis la mort d'Adam, passant mes nuits à fixer son côté vide du lit. Je me suis garée derrière une file de voitures et j'ai pris plusieurs grandes respirations avant de prendre le cadeau et d'entrer. La petite maison était décorée de ballons et de serpentins bleus. Une bannière joyeux premier anniversaire, Lucas s'étendait sur le mur du salon. J'ai remarqué un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas, regroupées dans la cuisine, chuchotant entre elles. Elles se sont tues à mon passage, leurs yeux me suivant avec ce qui ressemblait à de la pitié mêlée de curiosité morbide. Dans le jardin, d'autres invités se tenaient en petits groupes, tenant des gobelets en plastique. J'ai aperçu mes parents assis maladroitement à une table de pique-nique, l'air mal à l'aise. Papa s'est levé en me voyant, le soulagement se lisant sur son visage. « Emma, dit-il en m'embrassant. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Bien sûr que je suis venue, ai-je répondu en posant le cadeau sur la table désignée. Où est le roi de la fête? Avec Cassandra, a dit maman, sans vraiment croiser mon regard. Il devrait sortir bientôt pour le gâteau. Je me suis mêlée maladroitement aux invités, acceptant les condoléances et esquivant les questions sur la façon dont je tenais le coup. Tout le monde semblait sur les nerfs, les conversations s'arrêtant brusquement à mon approche. Je me suis dit que les gens ne savaient tout simplement pas comment se comporter avec une personne fraîchement veuve. Après 30 minutes inconfortables, Cassandra est sortie de la maison, portant Lucas sur sa hanche. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, ses cheveux fraîchement méchés. Lucas était adorable dans une petite chemise à boutons et un nœud papillon, ses jambes potelées s'agitant d'excitation face à toute cette attention. Cassandra m'a à peine adressé la parole en plaçant Lucas dans sa chaise haute. Elle semblait pleine d'énergie, presque euphorique, se déplaçant dans le jardin avec une confiance inhabituelle. Elle a tapé une cuillère contre son verre, appelant l'attention de tout. « Merci à tous d'être venus célébrer la journée spéciale de Lucas », a-t-elle commencé, sa voix portant à travers le jardin. Cette dernière année a été pleine de surprises et de défis, comme beaucoup d'entre vous le savent. Les invités ont échangé des regards. Maman est soudainement devenue très intéressée par ses chaussures. J'ai gardé un secret, a poursuivi Cassandra, posant une main sur la tête de Lucas. Un secret que je ne peux plus cacher, surtout après les événements récents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose n'allait vraiment pas. Lucas n'est pas le fils de Tyler, a-t-elle annoncé, ses yeux trouvant les miens à travers le jardin. Il est le fils d'Adam. Le monde semblait s'arrêter. J'ai entendu des halètements autour de moi, j'ai senti papa se raidir à côté de moi, mais tout cela n'était qu'un bruit de fond par rapport au bourdonnement dans mes oreilles. Le mari d'Emma et moi avons eu une brève liaison il y a 2 ans, a poursuivi Cassandra, sa voix stable et répétée. C'était une erreur, un moment de faiblesse de notre part à tous les deux. Nous n'avons jamais voulu blesser personne, mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis restée figée, incapable de traiter ce que j'entendais. Ma sœur prétendait avoir couché avec mon mari et que son fils était en fait l'enfant d'Adam. C'était si absurde que j'ai failli éclater de rire. Cassandra n'avait pas fini. Elle a sorti un document plié de son sac à main. Adam connaissait la vérité sur Lucas, a-t-elle annoncé. Avant de mourir, il a mis à jour son testament. Elle a brandi le papier. Il voulait que son fils soit à l'abri du besoin. Ce testament stipule que la moitié de la maison qu'Adam et Emma possèdent devrait revenir à Lucas en tant que son enfant biologique. Tous les yeux dans le jardin se sont tournés vers moi. Je pouvais voir la pitié, la curiosité morbide, le malaise sur leurs visages. Mes parents semblaient atterrés. Papa à moitié debout, comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir. Et puis, à la surprise de tout le monde, y compris la mienne, j'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Pas un sourire heureux, mais le genre de sourire qui vient quand quelque chose est tellement outrageusement faux que ça en devient presque comique. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, essayant de contenir le rire inapproprié qui bouillonnait en moi. « Oh, je vois », et je dis finalement, ma voix calme et égale. J'ai pris une gorgée d'eau pour gagner du temps et réprimer l'envie de rire au nez de ma sœur. Puis-je voir ce testament, Cassandra ? Son expression assurée a légèrement vacillé. Elle ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Lentement, elle s'est approchée et m'a tendu le document, une page dactylographiée avec ce qui semblait être la signature d'Adam en bas. Je l'ai parcouru rapidement, notant immédiatement des incohérences. Le langage formel était complètement faux. Rien à voir avec les documents juridiques que j'avais vus Adam ramener de son cabinet, et la signature, bien que similaire à celle d'Adam, était clairement un faux. Le trait de liaison entre le A et le D était incorrect.
La fioriture finale trop prononcée. J'ai soigneusement plié le papier et le lui ai rendu. Merci de partager cela avec moi, et je dis calmement. Je pense que je dois y aller maintenant. C'est tout, a demandé Cassandra, la confusion évidente dans sa voix. Tu ne vas rien dire d'autre? Pas pour le moment, ai-je répondu. C'est la journée de Lucas. Nous pourrons en discuter en privé plus tard. J'ai dit au revoir à mes parents abasourdis, promettant de les appeler bientôt. En marchant vers ma voiture, je pouvais entendre les murmures derrière moi. L'ambiance de la fête était complètement brisée. Une fois dans ma voiture, à l'abri des regards, j'ai finalement laissé échapper le rire qui menaçait de sortir. Il a commencé petit, puis a grandi jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. Pas des larmes de joie, mais un étrange mélange de chagrin, de colère et d'incrédulité face à l'audace de ma sœur. Parce qu'il y avait quelque chose que Cassandra ne savait pas. Quelque chose qui rendait son mensonge élaboré non seulement blessant, mais impossible. La vérité était sur le point de la détruire complètement. La raison pour laquelle j'ai failli rire au nez de Cassandra n'était pas parce que je pensais qu'elle mentait sur le fait d'avoir couché avec Adam, bien que cela soit aussi complètement absurde. C'était parce que je savais de source sûre qu'Adam n'aurait pas pu être le père de Lucas ou de tout autre enfant. Voyez-vous, il y a environ 3 ans, Adam a commencé à avoir des problèmes médicaux dont il avait honte de discuter. Il ressentait une douleur dans la région inférieure qui ne disparaissait pas. Finalement, je l'ai convaincu de voir un spécialiste qui lui a diagnostiqué une varicocèle, en gros des veines dilatées qui nécessitaient une correction chirurgicale. L'intervention s'est bien passée, mais pendant l'opération, le médecin a recommandé une vasectomie. La varicocèle était sévère et susceptible de récidiver, et le médecin a dit qu'il valait mieux tout régler en une seule opération. Adam et moi en avons longuement discuté. Nous avions déjà traversé de multiples traitements de fertilité infructueux qui nous avaient épuisés émotionnellement et financièrement. Nous avions pratiquement accepté que les enfants biologiques n'étaient pas dans notre avenir. Donc, Adam a subi la vasectomie 2 ans avant même que Lucas ne soit conçu. Nous avons gardé cela privé parce que nous en avions assez que les gens nous posent constamment des questions sur les enfants. Mais le médecin d'Adam a confirmé avec des tests de suivi que la procédure était 100% efficace. Il n'y avait littéralement aucune chance qu'il puisse engendrer un enfant après cette chirurgie. Le matin après le désastre de la fête d'anniversaire, je suis allé directement à notre banque. Adam et moi avions un coffre-fort que nous utilisions pour les documents importants. J'y avais à peine pensé depuis sa mort, mais maintenant j'avais besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le coffre contenait tout ce dont j'avais besoin. Le testament légitime d'Adam, le vrai, préparé par son cabinet d'avocats, les dossiers médicaux documentant la vasectomie. Et quelque chose dont j'ignorais même l'existence, un journal détaillé où Adam avait documenté chaque interaction inappropriée avec Cassandra au cours des dernières années. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle tentait quelque chose d'inapproprié. Il y a 3 ans, lors d'un dîner de famille, alors que j'étais sortie pour prendre un appel professionnel, Cassandra avait fait des avances à Adam. Adam l'a immédiatement repoussée et m'en a parlé le soir même. Au cours des mois suivants, elle a continué à repousser les limites, se présentant à son bureau sans y être invitée, envoyant des SMS à Guicheur, trouvant des excuses pour le toucher quand je ne regardais pas. Adam a tout documenté méticuleusement, date, heure, citation exacte, capture d'écran des messages. Un SMS de 2 heures du matin disait « Emma n'apprécie pas ce qu'elle a. Je te traiterai tellement mieux ». Quand Adam a bloqué son numéro, elle a commencé à lui envoyer des emails. Nous avions parlé du comportement de Cassandra à mes parents à l'époque, mais ils ont minimisé la chose, disant qu'Adam interprétait mal des gestes amicaux. Maman a même suggéré qu'Adam était peut-être flatté par l'attention et exagérait la situation. Après cette conversation, Adam et moi avons décidé de prendre nos distances avec Cassandra sans causer de drame familial. Nous avons cessé de l'inclure dans les événements, nous nous sommes assurés de ne jamais être seuls avec elle, et Adam l'a bloquée sur tous les réseaux sociaux. Mais Adam, en avocat méticuleux qu'il était, a continué à tout documenter au cas où elle tenterait quelque chose de plus sérieux un jour. Il m'a même écrit une lettre que j'ai trouvée au fond du coffre. Lire cette lettre m'a brisé le cœur à nouveau. Il a écrit « Si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé, et Cassandra a probablement essayé de te faire du mal. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de cela, mais j'ai essayé de me préparer à toutes les éventualités. Utilise ces documents pour te protéger. Je sais à quel point tu es loyal envers ta famille, mais tu mérites d'être protégé des gens qui profiteraient de ce cœur généreux qui est le tien. Même dans la mort, Adam essayait encore de prendre soin de moi. J'ai appelé l'associé d'Adam cet après-midi-là. Il était l'ami d'Adam depuis la fac de droit et avait aidé à préparer nos testaments. Quand je lui ai tout montré, le faux testament, les dossiers médicaux, la documentation d'Adam sur le comportement de Cassandra, son expression est passée par plusieurs étapes d'incrédulité. C'est du travail d'amateur, a-t-il dit à propos du faux testament.
Le langage juridique est complètement faux et je peux dire juste en regardant que la signature est une contrefaçon, mais le fait qu'elle ait créé cela est profondément préoccupant. Il m'a recommandé de recueillir plus d'informations sur la situation actuelle de Cassandra avant de décider comment procéder. Les gens ne tentent généralement pas une fraude de cette ampleur sans une pression financière sérieuse, a-t-il expliqué. Au cours des jours suivants, j'ai fait des recherches sur les activités récentes de ma sœur. Ce que j'ai trouvé était troublant. J'ai passé la semaine suivante à enquêter sur la situation de Cassandra, et ce que j'ai découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Elle n'était pas seulement désespérée, elle était activement criminelle. Premièrement, j'ai découvert qu'elle avait appelé ma banque, prétendant avoir ma procuration et demandant le solde de mes comptes. Ils ne lui ont donné aucune information car elle ne pouvait pas répondre aux questions de sécurité, mais ils l'ont signalée comme une activité suspecte. Elle avait également appelé la compagnie d'assurance vie d'Adam, se présentant comme sa belle-sœur et demandant des informations sur les versements aux bénéficiaires et le statut de la demande. Encore une fois, elle n'a obtenu aucune information, mais la tentative a été documentée. Puis j'ai découvert qu'elle avait fait des recherches approfondies sur moi en ligne. Elle avait trouvé les déclarations de revenus de mon entreprise, qui sont publiques, avait consulté la valeur de notre maison sur des sites immobiliers, et avait même trouvé des articles de presse sur la mort d'Adam mentionnant qu'il laissait derrière lui sa femme, la décoratrice d'intérieur Emma. Mais la vraie bombe est tombée lorsque j'ai commencé à me pencher sur sa relation avec Tyler, le père présumé de Lucas. J'ai trouvé les comptes de médias sociaux de Tyler et j'ai découvert quelque chose de choquant. Il publiait depuis Seattle depuis les 8 derniers mois. Selon ses publications, il y avait déménagé pour un nouvel emploi et sortait avec quelqu'un d'autre. La chronologie ne collait pas du tout. Alors, je l'ai appelé directement. Tyler, c'est Emma, la sœur de Cassandra. Oh, salut, Emma. Désolée pour ton mari. C'est vraiment dur. Merci. Je t'appelle parce que j'essaie d'aider Cassandra avec des papiers concernant Lucas et j'ai besoin de vérifier quelques dates. Lucas? Qui est Lucas? Mon cœur s'est arrêté. Le fils de Cassandra. Ton fils. Il y a eu une longue pause. Emma, je n'ai pas de fils. Cassandra et moi avons rompu il y a plus d'1 an, et j'ai déménagé à Seattle il y a 8 mois. Je ne lui ai pas parlé depuis. Mais elle a dit que Lucas est ton enfant. C'est impossible. Nous n'avons jamais été assez sérieux pour ça. Et d'ailleurs, j'ai déménagé ici parce qu'elle devenait trop collante et exigeante. Elle n'arrêtait pas de parler de mariage et de bébé alors que nous ne sortions ensemble que depuis quelques mois. Après avoir raccroché, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Cassandra avait menti sur le fait que Tyler était le père de Lucas. Elle avait aussi menti sur la chronologie de leur relation, ce qui signifiait qu'elle préparait cette arnaque depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Je devais savoir qui était le vrai père de Lucas. Mais plus important encore, je devais exposer les mensonges de Cassandra avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. C'est là que j'ai décidé de lui tendre un piège. J'ai appelé Cassandra et lui ai demandé si elle voulait qu'on se retrouve pour un café pour discuter de la situation du testament. J'ai utilisé ma voix la plus abattue et lui ai dit que j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit à la fête. Je savais que tu finirais par comprendre, a-t-elle dit, d'un air triomphant. Je serai là à 14 heures. J'ai passé la matinée à préparer de faux documents financiers montrant que l'assurance vie d'Adam et le règlement pour mort injustifiée totalisaient 1,8 million de dollars. J'ai fait en sorte que ça ait l'air officiel, avec un en-tête et tout. Quand Cassandra est arrivée au café, elle vibrait pratiquement de cupidité. Elle s'était mise sur son 31 pour l'occasion, s'attendant clairement à négocier son paiement. Je suis contente que tu aies appelé, Emma. Je sais que c'est difficile à accepter, mais Lucas mérite de connaître l'héritage de son père. J'ai hoché la tête tristement. Tu as raison. J'ai été égoïste à ce sujet. Adam voudrait que son fils soit à l'abri du besoin. J'ai glissé les faux documents financiers sur la table. Voici tout. L'assurance vie, le règlement, nos économies. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Ses yeux se sont écarquillés. Près de 2 millions de dollars. Baisse la voix, ai-je dit nerveusement. Je ne veux pas que les gens soient au courant de ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, tu es prête à discuter de l'héritage de Lucas? Eh bien, selon le testament que tu m'as montré, il a droit à la moitié de tout. Ça ferait environ 900 000 $. Cassandra bavait presque. Ça me semble juste. Je veux dire, c'est ce qu'Adam voulait. Il y a juste une chose dont j'ai besoin d'abord, et je dis. Je veux rencontrer le vrai père de Lucas pour m'assurer qu'il est d'accord avec cet arrangement. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire, Tyler? Je veux m'asseoir avec Tyler et m'assurer qu'il comprend que Lucas héritera de cet argent en tant que fils d'Adam, pas le sien. Je veux que tout le monde soit clair sur la situation. Ce n'est pas nécessaire. Oh, mais je pense que si. C'est beaucoup d'argent dont nous parlons. Je veux m'assurer qu'il n'y aura pas de complications plus tard. Tyler n'a pas besoin d'être impliqué dans ça. Vraiment?
Parce que je l'ai appelé hier et il a dit quelque chose de très intéressant. La couleur a complètement quitté son visage. Il a dit qu'il n'a pas de fils nommé Lucas. En fait, il a dit qu'il ne t'a pas parlé depuis plus d'1 an et qu'il vit à Seattle depuis 8 mois. Cassandra a commencé à bafouiller. Il ment. Il essaie d'éviter la pension alimentaire. Ah oui, parce que ses publications sur les réseaux sociaux le montrent à Seattle depuis des mois, sortant avec quelqu'un d'autre. La chronologie ne fonctionne pas. Cassandra, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. Tu as inventé l'histoire de Tyler étant le père de Lucas, tout comme tu as inventé l'histoire d'Adam étant son père. La question est qui est réellement le père biologique de Lucas? Elle était piégée, et elle le savait. C'est compliqué. Décomplique. Après plusieurs minutes de bafouillement et de dérobade, la vérité a finalement éclaté. Le père de Lucas était un type marié avec qui elle avait eu une brève liaison. Il ne savait même pas que l'enfant existait. Et Cassandra subvenait à ses besoins et à ceux de Lucas grâce à une combinaison d'aides gouvernementales et d'escroqueries auprès de divers hommes. Alors, si je comprends bien, ai-je dit, tu as menti sur la paternité de Lucas depuis le début. Tu as falsifié un testament pour essayer de voler ma maison, et tu pensais pouvoir m'escroquer de près d'1 million de dollars en te basant sur une fiction totale. Emma, s'il te plaît. Je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu pourrais essayer de trouver un travail. Ce n'est pas réaliste avec un bébé. D'autres mères célibataires y arrivent. C'est là que j'ai sorti ma vraie documentation. Les dossiers médicaux d'Adam, le testament légitime et son journal documentant son comportement inapproprié. Voici ce qui va se passer, Cassandra. Tu vas faire face aux conséquences de tes actes. Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit à Cassandra alors qu'elle fixait les preuves étalées sur la table de notre café. Tu n'as pas seulement essayé de me voler de l'argent. Tu as essayé de détruire la réputation et la mémoire de mon mari pour un gain financier. C'est impardonnable. Emma, s'il te plaît, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as commis une fraude, une tentative d'usurpation d'identité et une tentative d'extorsion d'argent auprès d'une veuve en deuil. Ce sont des crimes graves. J'ai sorti des copies de toutes les preuves que j'avais rassemblées, les registres de ses appels à ma banque et à la compagnie d'assurance, la documentation de ses mensonges sur Tyler, la preuve qu'elle avait falsifié le testament d'Adam et le journal détaillé d'Adam sur son comportement inapproprié au fil des ans. Premièrement, je signale tes tentatives d'accéder à mes informations financières à la police. L'usurpation d'identité est un crime. Je n'ai jamais usurpé ton identité. Tu t'es fait passer pour ma mandataire pour essayer d'obtenir des informations sur mes comptes. C'est de l'usurpation d'identité. Cassandra s'est mise à pleurer, mais je n'avais pas fini. Deuxièmement, je porte plainte pour fraude concernant le testament falsifié. Créer de faux documents juridiques est un crime grave. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai un bébé. Tu aurais dû penser à Lucas avant de décider de connaître plusieurs crimes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu fasses face à de vraies conséquences pour une fois dans ta vie. Notre famille a cautionné ton comportement pendant des décennies, te trouvant des excuses, te tirant d'affaire à chaque fois que tu fais une bêtise. C'est terminé maintenant. Je me suis levée pour partir, mais Cassandra m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Emma, je ferai n'importe quoi. Je dirai à tout le monde que j'ai menti. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je quitterai la ville. Tout ce que tu veux. Il est trop tard pour négocier. Je n'ai nulle part où aller. Maman ne peut pas se permettre de m'aider avec Lucas. Si tu fais ça, nous n'aurons rien. Tu n'as déjà rien. Tu ne t'en étais juste pas encore rendu compte. En m'éloignant, je l'ai entendu m'appeler, mais je ne me suis pas retournée. Au cours de la semaine suivante, j'ai systématiquement détruit ce qui restait de la vie de Cassandra. J'ai déposé des plaintes à la police pour usurpation d'identité, fraude et falsification. Les preuves étaient accablantes, et le détective chargé de l'affaire a dit que c'était l'un des cas de fraude les plus clairs qu'il ait jamais vus. J'ai contacté le bureau d'aide sociale où Cassandra recevait de l'aide. Il s'est avéré qu'elle avait menti sur ses demandes, prétendant que Tyler versait une pension alimentaire alors qu'il était à Seattle depuis des mois. La fraude aux aides sociales est prise très au sérieux et ils ont immédiatement ouvert une enquête. J'ai aussi découvert qu'elle avait travaillé au noir tout en percevant des allocations de chômage. J'ai également signalé cette fraude. Mais la partie la plus satisfaisante a été de l'exposer à notre famille. J'ai organisé une réunion de famille et j'ai tout mis sur la table. Le faux testament, les dossiers médicaux d'Adam prouvant qu'il n'aurait pas pu être le père de Lucas, la documentation de son comportement criminel. La preuve qu'elle mentait sur Tyler depuis des mois. Maman s'est effondrée en larmes. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille. Papa était furieux. Elle a essayé de voler ta maison en se basant sur des mensonges sur Adam, son propre beau-frère. C'est encore pire, ai-je dit, en leur montrant le journal d'Adam documentant des années de comportement inapproprié de la part de Cassandra.
À la fin de la réunion, même maman, qui avait toujours trouvé des excuses à Cassandra, a convenu qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. En 2 semaines, Cassandra faisait face à plusieurs accusations criminelles et avait perdu toutes ses aides gouvernementales. Elle a essayé de m'appeler constamment, me suppliant de l'aider, mais je n'ai jamais répondu. Elle s'est présentée plusieurs fois chez moi, parfois avec Lucas, pleurant et me suppliant d'abandonner les charges. J'ai appelé la police à chaque fois et l'ai fait expulser pour violation de propriété. Le coup de grâce est venu lorsque les services de protection de l'enfance se sont impliqués. Avec Cassandra faisant face à des accusations criminelles et n'ayant aucun revenu légitime ni logement stable, ils ont déterminé que Lucas était en danger. Comme elle ne pouvait pas identifier son père biologique et n'avait aucun système de soutien familial ayant aliéné tout le monde avec ses mensonges, Lucas a été placé en famille d'accueil pendant qu'ils enquêtaient. C'est là que Cassandra s'est complètement effondrée. Elle m'a appelé en sanglotant, me suppliant de l'aider à récupérer Lucas. « S'il te plaît, Emma, c'est juste un bébé. Il ne mérite pas ça. Je ferai tout ce que tu veux. Je signerai n'importe quoi. J'abandonnerai toute prétention sur ta maison. Quoi qu'il en coûte. Tu aurais dû penser à Lucas avant de décider de connaître une fraude. J'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu demander de l'aide comme une personne normale au lieu d'essayer de détruire la mémoire d'Adam. J'ai eu tort. J'admets que j'ai eu tort. Que veux-tu de plus? Je veux que tu fasses face aux conséquences de tes choix sans essayer de t'en sortir par la manipulation. » Finalement, maman l'a recueilli temporairement, mais même cela n'a pas duré. Cassandra a essayé de voler de l'argent dans le portefeuille de maman pour payer un avocat, et maman l'a finalement mise à la porte. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Cassandra de la prison du comté. Elle avait été condamnée à 18 mois pour fraude et usurpation d'identité. La lettre était pleine d'excuses et d'appels désespérés pour que je l'aide à récupérer la garde de Lucas à sa sortie. Je l'ai passée dans ma déchiqueteuse sans lire au-delà du premier paragraphe. Quant à Lucas, il a finalement été adopté par une famille aimante qui pouvait lui fournir la stabilité et les soins qu'il méritait. Il m'envoie des nouvelles de temps en temps, car j'ai été impliquée dans ses débuts. Il s'épanouit avec des parents qui font réellement passer ses besoins en premier. Certaines personnes pourraient penser que je suis allée trop loin dans ma vengeance contre Cassandra, mais je me fiche de leur opinion. Elle n'a pas seulement essayé de me voler de l'argent. Elle a essayé de détruire la réputation et la mémoire de mon mari alors que je pleurais sa perte. Elle méritait tout ce qui lui est arrivé. La vérité, c'est que si elle avait simplement demandé de l'aide comme une personne normale, je lui aurais probablement donné de l'argent. Pas 900 000 $, mais assez pour l'aider à se remettre sur pied et à subvenir aux besoins de Lucas. Je ne suis pas sans cœur. Et malgré tout, Lucas était un enfant innocent qui méritait mieux. Mais elle a choisi d'attaquer la mémoire d'Adam avec des mensonges sur des liaisons et de fausses déclarations de paternité. Elle a choisi de falsifier des documents juridiques et de commettre plusieurs crimes. Elle a choisi d'essayer de voler ma maison en se basant sur une fiction totale. Ses choix ont eu des conséquences. Adam aurait été fier de la façon dont j'ai géré la situation. Il disait toujours que Cassandra devait faire face à une réelle responsabilité pour ses actes au lieu d'être constamment couvée par la famille. Eh bien, elle a finalement eu sa part de responsabilité et cela l'a complètement détruite. L'ironie, c'est que Cassandra aurait pu avoir une bonne relation avec moi si elle avait simplement été honnête sur ses difficultés. Je l'aurais aidé à trouver des solutions légitimes à ses problèmes. J'aurais été la tante aimante de Lucas que j'avais toujours voulu être. Au lieu de cela, elle a choisi la cupidité et la manipulation plutôt que la loyauté familiale. Elle a choisi le mensonge plutôt que la vérité. Elle a choisi de me blesser au moment le plus vulnérable de ma vie pour un gain financier. Maintenant, c'est une criminelle condamnée sans soutien familial, sans argent et sans la garde de son enfant. Elle est passée de la possibilité d'obtenir une aide légitime de sa sœur qui a réussi à perdre absolument tout. Pendant ce temps, j'ai reconstruit ma vie selon mes propres termes. Mon entreprise est plus florissante que jamais. J'ai créé un fonds de bourse au nom d'Adam pour les aspirants avocats issus de familles à faible revenu. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. Un homme merveilleux qui connaissait Adam professionnellement et qui comprend ce que j'ai traversé. Je pense à Adam tous les jours, mais maintenant ses souvenirs ne sont plus entachés par les mensonges de Cassandra. Sa réputation reste intacte, sa mémoire est honorée et son héritage perdure à travers le fonds de bourse. Quant à Cassandra, j'ai appris par maman qu'elle était sortie de prison il y a quelques mois. Elle vit dans un foyer de transition, travaille dans un fast-food et essaie toujours de récupérer la garde de Lucas, ce qui n'arrivera jamais compte tenu de son casier judiciaire. Elle m'a envoyé une autre lettre récemment, prétendant qu'elle a trouvé la foi et veut faire amende honorable. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour qu'elle puisse s'excuser en personne et essayer de reconstruire notre relation. J'ai jeté cette lettre à la poubelle avec toutes les autres. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Certaines trahisons sont tout simplement impardonnables.
Cassandra a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec les conséquences pour toujours. Le meilleur dans tout ça, chaque fois que quelqu'un cherche son nom sur Google, il trouve des articles de presse sur sa condamnation pour fraude. Bonne chance pour expliquer ça aux futurs employeurs, propriétaires ou à toute autre personne qu'elle essaiera de manipuler. Justice est faite. La mémoire d'Adam est protégée. Ma vie est reconstruite, plus forte qu'avant. Parfois, les ordures se sortent vraiment toutes seules.